Bienvenue au webinaire de la profession du Conseil national de l'Ordre des architectes. Ce soir, nous nous intéressons à l'intervention de l'architecte sur une architecture labellisée ACR, architecture contemporaine remarquable. Alors, un label, pourquoi faire? Comment ça marche? Qui fait quoi? Quel retour d'expérience en avez-nous? Quels contours juridiques, quelles limites et quel cadre d'intervention? Pour répondre à ces questions, nous avons réuni Julia Gartner-Négrin, architecte urbaniste de l'État, chef adjointe au Bureau de la qualité de l'architecture et du paysage au service de l'architecture du ministère de la Culture. Nous aborderons avec elle l'histoire d'une politique publique, les valeurs et le sens du label ACR. Ensuite, la parole circulera vers Lorenzo Diez, conseiller pour l'architecture à la Direction générale des affaires culturelles Grand Est, qui nous proposera une méthodologie, un suivi sur les interventions des architectes. Ensuite, Patrick Mauger, architecte, qui en toute modestie, après 25 ans de réhabilitation de l'Antiquité à nos jours, nous fera un retour d'expérience, nous parlera du côté opérationnel, et ensuite, nous finirons avec Lynn Touzeau-Mouflar, maître de conférence en droit à l'Université de Rennes. Et avec elle, nous préciserons les contours, les bonnes pratiques et le cadre juridique nécessaire. Julia, la parole est à toi. Oui, donc avant tout, finalement, il faut se dire, le label n'est pas apparu comme ça en 2016 avec la loi El Cap. Il y a toute une histoire derrière. Donc on va se placer dans un contexte de 1900, des années 80 jusqu'à des années début 2000, 2010 même, où la politique de la ville s'oriente progressivement vers une rénovation urbaine lourde avec beaucoup de démolitions. Après, on a la création de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'ANRU, donc en 2004, et qui finance beaucoup de projets en fait, qui comportent un large volet de démolition. D'une façon un peu moins spectaculaire, j'ai envie de dire, la question de la performance énergétique commence déjà à apparaître et on a un recours systématique aussi à l'isolation thermique par l'extérieur. Suite à tout ça, et ce n'était pas juste en France, mais dans toute l'Europe, c'était le Conseil de l'Europe qui a donc en 1991 émis une recommandation et préconise donc la mise en place de stratégies d'identification, d'études, de protection, de conservation, de restauration et de sensibilisation visant l'architecture du XXe siècle. Aujourd'hui, bien sûr, il faut élargir aussi à l'architecture du XXIe siècle, puisque nous sommes en 2025. En 1999, donc la France a donné sa réponse au Conseil de l'Europe et le ministère de la Culture a donc créé le label Patrimoine du XXe siècle, qui était avant tout conçu comme un outil de connaissance et de sensibilisation, qui était un complément aux outils et aux mesures existantes de protection juridique régalienne, par exemple tels que le monument historique ou à l'époque effectivement les secteurs sauvegardés de protection urbaine. Est arrivée donc en 2016 la loi Liberté, Création, Architecture et Patrimoine, le 7 juillet 2016, et le législateur a donc créé le terme architecture contemporaine remarquable. Donc ce label architecture contemporaine remarquable finalement était inscrit dans la loi, ce qui n'était pas le cas avant avec le label patrimoine du XXe siècle. Et donc le label ACR s'est substitué tout de suite donc, au label patrimoine du XXe siècle et inscrit donc l'article 18 de la loi, donc aujourd'hui dans le Code du patrimoine au L650-1 du Code du patrimoine, et qui a été précisé ensuite par un décret donc en 2017. On va déjà regarder donc qu'est-ce qui est le label ACR. Et là, je vous livre vraiment le texte du législateur. Donc, il est attribué aux immeubles, ensembles architecturaux, ouvrages d'art et aménagement parmi les réalisations de moins de 100 ans d'âge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant. Ce qui est très important à comprendre, ce n'est pas un label de conservation. C'est un label déjà qui joue un rôle pédagogique vis-à-vis du grand public, donc pas une protection, pas de conservation. Il n'entraîne pas de servitude d'utilité publique, mais il signale l'intérêt d'un bâtiment ou d'un ensemble sans en figer son évolution. Et c'est en ça que c'est quand même une innovation, puisqu'on est dans une démarche différente, donc dans une démarche plus de projet architectural dans l'existant et la création. Donc, quelques spécificités du label ACR donc, par rapport au label du patrimoine du XXe siècle, qui pose quelques questions. Donc, il est attribué aux ensembles de moins de 100 ans. Si l'ensemble, finalement, donc, date
maintenant par exemple de moins de 100 ans. Il est toujours label architecture contemporaine remarquable, mais après, il sort du label. Quid de l'après? Donc, dans les bilans qu'on a faits, on a constaté donc, de 51 édifices sont devenus monuments historiques après la date de sortie. Et de facto, finalement, le label ACR, ça aussi, c'est un point divers du label du patrimoine du XXe siècle qui pouvait être superposé. Donc, il concerne des édifices non protégés au titre des monuments historiques. Donc, on peut faire finalement une distinction entre les deux monuments et donc architecture contemporaine. La labellisation peut être demandée à un tiers. Donc, les critères d'attribution dans un label public, il est important d'avoir des critères précis en fait, qui le définissent. Donc, ça a été précisé par le décret que j'évoquais tout à l'heure, donc du 28 mars 2017. Donc là, on a donc la singularité de l'œuvre. Par exemple, si on prend en exemple les logements de Kalugin à Angers, effectivement, c'est vraiment une singularité absolue architecturale. Deuxième critère, c'est le caractère innovant ou expérimental de la conception architecturale urbaine paysagère ou de la réalisation technique, ou sa place dans l'histoire des techniques. Par exemple, là, je pense effectivement aux modèles innovation des années 70, avec leur fameuse pièce en plus, donc qui a changé, ou les piscines tournesol, qui étaient aussi effectivement une innovation technique. Troisième critère, donc la notoriété de l'œuvre eu égard aux publications dont elle a fait l'objet. Par exemple, effectivement, on peut mentionner l'œuvre de Paul Chemetov, qui était au Grand Prix national de l'architecture. L'exemplarité de l'œuvre dans la participation à une politique publique. Nous avons par exemple les stations de ski. L'exemple de Avoriaz, par exemple de Jacques Labro, donc me vient à l'esprit, ou les stations effectivement comme la Grande Motte. La valeur de manifeste de l'œuvre en raison à son appartenance à un mouvement architectural ou des idées reconnues. Par exemple, des figures du mouvement moderne comme Zerfus, les 30 Glosieuses, ou Jacques Calice, par exemple pour le brutalisme, c'est des figures effectivement qui sont vraiment des manifestes architecturaux. Ou l'appartenance à un ensemble dont l'auteur fait l'objet d'une reconnaissance nationale ou locale. Donc, par exemple, des gens comme Dubuisson, finalement, il n'y a pas de doute sur sa reconnaissance. Quels objectifs, donc, du coup, pour un label qui n'est pas un label, finalement, de protection au terme propre? L'idée, effectivement, c'est accompagner donc, les porteurs de projets pour les responsabiliser et pour les acculturer, pour transmettre de façon responsable ces architectures aux générations futures. Ça passe donc, d'une part, par mieux connaître l'architecture récente, du XXe et du XXIe siècle, la nécessité d'accorder en fait du temps à comprendre l'existant et le déjà là. Donc la notion du diagnostic préalable est très importante. Elle inclut donc la compréhension de l'état initial de l'édifice, l'authenticité de l'édifice, les qualités initiales et intrinsèques de cette architecture, le lien avec l'environnement urbain, peut-être aussi un état sanitaire pour comprendre d'éventuelles pathologies, par exemple sur le béton, qui aujourd'hui est effectivement différent. La nécessité aussi peut-être de prendre la tâche de l'architecte-auteur, surtout s'il est encore vivant, ou des ayants droit. Deuxième objectif finalement du label ACR, c'est sensibiliser à la qualité de l'architecture et du cadre de vie en fonction des territoires. À ce titre-là, donc une plaque logotypée ACR donc, est attachée à l'édifice et donc signale donc, à tout public en fait, ce caractère architectural. C'est aussi important de valoriser donc, l'architecture et l'histoire des espaces auprès du public. À ce titre-là, donc, le ministère de la Culture a publié très récemment donc, un guide architecture contemporaine remarquable, 1700 édifices en toute la France, aux éditions du patrimoine. Il y aura des expositions qui vont avoir lieu dans les gares courant 2025 et dans des partenaires architecturaux. Voilà, donc le guide. Justement issu d'une campagne photographique donc, du ministère de la Culture qui a été lancée, donc, initiée en 2020 et qui était reconduite en 2024. Alors, les héritages architecturaux doivent s'adapter à l'évolution des modes de vie et des besoins des usagers et des occupants. Donc, c'est vraiment pas du tout prévu de figer, mais le label est prévu pour une traduction opérationnelle de ces enjeux dans le cadre du projet, dans l'existence, dans la réhabilitation. Donc, cette labellisation elle considère la perspective d'un projet de réhabilitation. Elle s'appuie donc sur les caractéristiques architecturales de l'ouvrage et doit créer un projet de qualité équivalente. Donc, ça, par exemple, ça peut être un projet de réhabilitation avec un changement d'usage. Il peut s'inscrire aussi dans un contexte de rénovation urbaine. Mais il y a toujours une notion nécessaire finalement de qualité et de la nécessité donc, de passer par un diagnostic. Donc, le label ACR donc, est donc un outil de valorisation et d'approfondissement de la connaissance, mais il est aussi un outil d'accompagnement de la transformation, donc un outil de projet et pas un outil de conservation. Donc, il est indispensable de prendre le temps pour la bonne compréhension de l'existant,
pour mettre en valeur ces qualités et ensuite intervenir avec une intervention contemporaine, une création architecturale pour inscrire et transmettre de façon responsable donc, le bâtiment dans le XXIe siècle. Quelques chiffres que je souhaiterais vous donner. Donc, on a aujourd'hui, donc à cette date de ce jour, 1784 architectures labellisées ACR dans toute la France. Ils sont donc consultables sur la plateforme ouverte du patrimoine, la base POP. Parmi ça, vu que le sujet il est quand même très souvent concerné le logement, 30,7% donc, du corpus concerne des logements, donc tout confondu, maisons individuelles, grands ensembles, lotissements, stations de ski. Quelques exemples aussi de génie civil, donc on a des ponts, des barrages, des remises ferroviaires, les gares routières, des stations de pompage, des téléphériques. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est que lors de l'annonce par la ministre de la nouvelle stratégie nationale pour l'architecture le 4 février 2025, où elle a donc exprimé son engagement en faveur de la qualité architecturale, il y a l'axe 2, la mesure 9, qui vise particulièrement les labels, intitulé donc « En faire des instruments au service des territoires ». Et donc c'est un label déconcentré, donc qui est géré en premier lieu par nos directions régionales des affaires culturelles. Donc je cède la parole pour le concret à Lorenzo Diez. Merci Julia. Donc, mieux comprendre pour valoriser. Explique-nous comment ça marche concrètement. Oui, alors merci déjà Julia pour ces propos liminaires de présentation. Je crois qu'il y a déjà une première chose sur laquelle il faut bien revenir, c'est que c'est une politique publique qui est nouvelle. Et politique publique qui est nouvelle, il y a évidemment plein d'enthousiasme, d'ambition, mais il y a aussi des tâtonnements. Et il n'y a pas des tâtonnements que du côté des consoeurs et confrères, il y a aussi du tâtonnement du côté des DRAC. Et on est aujourd'hui en train de construire cette politique, même si elle s'assied, comme l'a dit bien justement Julia, sur l'ancienne politique du patrimoine du XXe. Mais on est quand même en train d'inventer quelque chose. Puisque vous avez noté qu'il n'y a plus le terme patrimoine dans ce nouveau label, il y a bien le terme architecture. Vous avez noté qu'il y a quand même cette spécificité extrêmement intéressante qui est cette période glissante de 100 ans, qui fait qu'en fait, au fur et à mesure qu'on remplit le label avec des œuvres, à l'autre côté, il se vide. Voyez, et en fait, il est éternellement contemporain avec nous. C'est-à-dire que, je dirais, les œuvres que l'on labellise sont les œuvres que les gens qui les restaurent auraient pu eux-mêmes, à la limite, les faire. Enfin, en tout cas, ça se passe dans un même univers intellectuel et un même univers culturel. Donc moi, ce que je propose, peut-être pour donner quelques éléments concrets aux consoeurs et confrères qui nous écoutent, c'est un peu 3 points. Je les ai intitulés ainsi. Anticiper et construire sa relation à l'administration, c'est le premier point que je voulais aborder. Le second, je l'ai appelé prendre le temps de bien élaborer sa proposition d'honoraire. Pourquoi ? Parce que la proposition d'honoraire, dedans, il y a la méthode. Et puis, enfin, pour finir, aller au-devant du confrère ou de la consoeur auteur ou des ayants droit, comme l'a dit Julia. Alors, sur ce premier point, qui est anticiper et construire sa relation à l'administration, on a une procédure qui est un peu spécifique sur le label ACR. Une procédure qui, je vais parler un peu technique, mais tous les confrères et consoeurs connaissent ça, une procédure qui ne relève pas du droit des sols, de l'ADS, qu'on appelle l'administration du droit des sols, mais qui en fait est en anticipation au droit des sols. Il y a un CERFA, vous connaissez tous les CERFA. Le CERFA peut être téléchargé, dans lequel en fait le propriétaire déclare, avant de déposer la déclaration au titre du droit des sols, il déclare son intention de vouloir faire des travaux. Et je pense qu'il ne faut pas voir ce CERFA comme étant « oulala, il faut vite que je dépose ça avant de déposer mon permis de construire ». C'est le premier conseil que je donne aux confrères et confrères. En fait, il faut voir ça comme une manière de rentrer en discussion avec l'administration. Donc, vous auriez quelque chose à faire avec un label ACR. Ne tardez pas à envoyer le CERFA. C'est la meilleure manière de déclencher un contact avec l'administration et de commencer à travailler. Donc ce CERFA, il est à remplir. Évidemment, il faut le remplir quand vous êtes sûr un petit peu d'avoir l'affaire et d'être mandaté. Voilà. Ça, je pense que ça pourrait être abordé par mon confrère Patrick Mauger. Mais voilà, envoyer le CERFA et ça permet de rentrer en dialogue. Ça ne permet pas de rentrer en contrôle, ça permet vraiment de rentrer en dialogue. Après, pour être très concret, sur l'instruction du dossier,
il y a quand même une grande majorité des labels ACR qui sont dans des espaces protégés gérés par les architectes des bâtiments de France. Donc de toute manière, à la fin, ça se termine avec un avis de l'architecte des bâtiments de France. Mais il peut y avoir des labels qui sont en dehors des espaces protégés. Et dans ce cas-là, vraiment, le CERFA, il est extrêmement important pour pouvoir rentrer en dialogue. Il vous permettra aussi, ce CERFA, de trouver votre interlocuteur. Alors là, j'invite les consoeurs et confrères à regarder sur le site internet de l'Association nationale des conseillers pour l'architecture. C'est facile, c'est anca.fr. Et vous avez un onglet qui s'appelle « Trouver son conseiller pour l'architecture ». Et là, vous avez un premier point de contact qui vous permet de trouver une personne ad hoc au sein de chacune des DRAC pour vous aider. Et puis, dernier conseil sur cette partie qui anticiper et construire sa relation à l'administration, évitez de faire aussi des demandes de labellisation ACR pour de fausses raisons. Je parle de situations concrètes que j'ai connues. J'ai entendu des confrères et consoeurs m'écrire en me disant « on a des problèmes d'isolation par l'extérieur. Est-ce qu'on pourrait labelliser cette œuvre architecture contemporaine remarquable pour plus avoir besoin de l'isoler et pour pouvoir continuer à la louer ?» Ça, laissez-le à d'autres. Quand vous êtes architecte, placez-vous justement plutôt sur le côté professionnel pour ce sujet-là. Alors, ça me permet du coup d'aborder le deuxième point, prendre le temps de bien élaborer sa proposition d'honoraire qui contient la méthode. Le principal point qu'il faut avoir en tête, c'est que quand vous allez avoir à travailler sur un label ACR, vous avez obligatoirement à avoir une phase préalable qui va être beaucoup plus costaud que ce que vous avez l'habitude de faire. Tout simplement parce qu'il y a un recueil d'informations préalables qui peut être extrêmement conséquent. Ça peut aller d'un truc tout simple, c'est-à-dire se rendre compte que l'édifice sur lequel je travaille, il est labellisé ACR. Parce que des fois, tout le monde l'a oublié. Donc ça peut être tout simplement avoir le réflexe d'aller sur la base POP dont a parlé Julia et s'assurer « Ah, mais est-ce que vous vous rappelez, monsieur et madame Dupont, que votre maison est labellisée ?» Donc ça, c'est le premier réflexe à avoir. Mais ça peut aller jusqu'à faire des recherches en archives départementales, archives municipales, pour trouver des informations sur le label. Donc vous voyez qu'il y a une phase préalable qui peut être plus ou moins costaud et il faut être capable de la quantifier, enfin de mettre un chiffre derrière parce que c'est pas gratuit. Évidemment, dans ce domaine-là, la DRAC peut vous aider parce que souvent, les DRAC ont des dossiers documentaires qui peuvent être assez conséquents. Donc, pareil, n'hésitez pas à contacter la DRAC, la plupart du temps le conseiller pour l'architecture, pour avoir ces documentations. Et puis, je dirais, il faut que vous soyez en capacité de mettre dans votre offre commerciale, si je puis dire, un volet diagnostic qui n'est pas que technique, mais qui doit être aussi historique. C'est-à-dire que vous ne devez pas faire qu'un diagnostic technique, vous devez aussi raconter l'histoire de cet édifice, même s'il n'a que 20 ans. Et des fois, on se rend compte que l'histoire qui a que 20 ans, elle est plus floue et plus compliquée à construire que l'histoire qui date du XVIIIe siècle. Vous voyez, donc il ne faut pas sous-estimer cette quantité de travail. Je pense qu'il faut être très exigeant sur le mémoire explicatif aussi. On a l'habitude de travailler surtout avec des dessins. Il faut savoir que quand on intervient sur un label ACR, il va falloir faire des dessins, mais il va falloir aussi faire une notice explicative qui peut être assez costaud, assez fouillée et dans laquelle il va falloir être capable de référencer l'objet par rapport à l'histoire récente, le replacer dans les théories et les doctrines récentes de l'architecture, savoir que ça appartient à la tendenza, savoir que ça appartient plutôt à tel mouvement qui serait celui, je sais pas, de l'atelier Uno, vous voyez. Donc ça veut dire quand même être bien au courant des actualités récentes de l'architecture. Alors pour ça, vous pouvez, n'hésitez pas à aller sur la base POP, vous pouvez regarder, consulter les notices et vous verrez le niveau d'exigence. Je vais parler de mon travail, je vous invite à voir sur la base POP, j'ai noté plusieurs notices que je vous invite à lire parce que ça vous donnera un peu des fils directeurs. Par exemple, la médiathèque de Thionville de Dominique Coulon, qui est une œuvre de 2016, le musée de Valmy, de Pierre-Louis Falocci, qui est une œuvre de 2015, mais encore plus récent et plus dans l'air du temps, le périscolaire de Tendon, qui est une œuvre de Claude Valentin, qui est une œuvre réalisée en bois de hêtre local et tout, donc on est vraiment sur les tendances actuelles de circuit court, ou la halle boulangerie des AJAP Jans, qui date de 2019, donc vous bien notez ça, et puis vous verrez, il y a quand même, ça donne un peu un... Voilà. Le dernier point, pour terminer, c'est le contact avec les architectes auteurs.
Alors, notre directrice, elle a l'habitude elle a cette formule qui est assez belle, je trouve, qui s'appelle le palimpseste des droits d'auteur. Parce qu'en fait, ce qui va se passer quand on intervient sur un label ACR, c'est que cette notion de superposition de droits d'auteur, elle va être beaucoup plus prégnante que sur une œuvre très ancienne. Pourquoi ? Parce que l'histoire récente des architectes, elle est quand même beaucoup plus, comment dire, développée aujourd'hui. Et donc, vous allez vraiment vous retrouver dans je dirais, une superposition de consoeurs et de confrères et savoir qui apporte quoi. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut véritablement aller au-devant du confrère ou de la consoeur s'il est encore vivant, parce que ça peut arriver. Quand vous bossez sur une cathédrale, c'est moins habituel. Mais quand vous bossez sur un label ACR, et ça va être de plus en plus fréquent, vous aurez sûrement le confrère ou la consoeur encore vivant. Et donc, il faut véritablement aller le consulter. Il ne faut pas hésiter à aller le voir. Mais en revanche, je donne vraiment ce conseil-là. Il ne faut pas aller le voir pour parler projet. Faut aller le voir avant le projet. C'est-à-dire, faut aller le voir de manière assez neutre. Faut aller le voir presque en tant que théoricien de l'architecture pour essayer de creuser avec lui, de fouiller avec lui. Mais c'est quoi qu'est-ce qui s'est passé dans cette œuvre ? Je m'étais noté qu'est-ce qui s'est passé dans le contexte de la commande ? Comment s'est articulée la phase projet-réalisation ? Comment cette œuvre se place dans ton parcours, quelles références, quels sont les regrets qu'il y a autour de cette œuvre-là. Et donc en restant vraiment dans une posture, je dirais presque de chercheur, distante et tout, pour arriver à construire cet élément, je dirais, de théorique, je dirais, sur l'œuvre. Ça permettra de faire apparaître quelque chose qui est important, que j'appelle l'authenticité conceptuelle, que j'utilise. J'utilise une autre formule qui est assez précise et qui éclairera bien les confrères et consoeurs, c'est-à-dire cette authenticité qui permet de rechercher dans les archives du projet les chemins légitimes de sa propre transformation. Voilà, c'est comprendre avec le confrère à la consoeur pour bien comprendre quelle est l'épaisseur de ce projet, justement pour être en capacité de le transformer. Et je crois que du coup, c'est un peu sur ces paroles-là que je peux passer la parole à Patrick Mauger. Je te remercie. En tout cas, cette invitation au dialogue, ce fil conducteur et ces éléments de bonne pratique, j'espère, trouveront leur sens. Et justement, lorsqu'on est du côté du praticien, qu'est-ce qu'il en reste ? On essaie d'appliquer tout ce qui vient d'être dit. Alors, un cas concret qui sont les archives départementales de Haute-Garonne à Toulouse. Et la question qui était posée au moment du concours, qui était un concours loi MOP, c'était comment étendre les archives départementales de Haute-Garonne pour en faire un outil fonctionnel, en sachant qu'évidemment, le premier sujet qui se pose sur tous ces bâtiments, c'est souvent des questions d'usage qui évoluent, de nouveaux besoins. Et en l'occurrence, dans les archives, autrefois, on faisait juste stocker, conserver les archives, et puis il y avait un petit endroit pour le public. Aujourd'hui, on demande des salles d'exposition, des salles d'accueil de groupe pour les scolaires, des services administratifs un peu plus conséquents. Et voilà, c'est comment on articule sur des bâtiments existants, dont on voit là sur la première slide ce bâtiment. Alors je l'ai choisi volontairement parce qu'on voit ce bâtiment en béton blanc qui est assez beau, mais qui dans les années 80 a vu une adjonction qui n'est pas labellisée, celle-ci, et puis derrière une autre adjonction en 95. C'est finalement comment on articule le bâtiment ancien, labellisé avec les nouveaux usages. Et puis, comme le disait Julia, il y a souvent de plus en plus des questions thermiques. Il y a l'adaptation au climat, mais il y a aussi le fait que la plupart du temps, dans ces architectures contemporaines, jusque dans les années 70 et la première crise de l'énergie, les architectes étaient beaucoup plus cool dans leur conception sur les dépenses énergétiques. Et voilà, si parfois la question du confort d'été était très bien traitée, mais généralement la question de l'énergie se posait pas comme aujourd'hui. Donc c'est vraiment ces questions-là qui nous intéressent. Voilà, donc nous, on démarre un concours en 2020 sur ce projet. En voyant ce site tel que, coincé entre le canal du Midi à droite, un boulevard et juste derrière ces bâtiments, 4 voies ferrées qui sont la liaison Toulouse-Bordeaux, donc un endroit, un site triangulaire très problématique. Donc dans la méthode, et pour reprendre, et pour l'application de la méthode
de Lorenzo, c'est la première des choses que nous avons faites, c'est cette étude patrimoniale, c'est chercher à comprendre le bâtiment, comment il était à l'origine. Moi, j'ai tendance à dire d'essayer de l'aimer, un peu comme pour une personne, c'est une personne qu'on aime, on cherche à la comprendre pour vivre avec et pour l'emmener plus loin. Et là, je pense que cette question de comprendre le bâtiment, elle est... Alors, à ce moment-là, à l'agence, on avait un architecte du patrimoine qui a fait ses recherches documentaires. Évidemment, on les trouve dans les archives de l'architecte d'origine. Là, pour tout dire, l'architecte... Alors, les deux architectes, il faut que je les cite, c'est Viaget et Castin. La petite histoire, c'est quand même que Viaget a été en fin de carrière et Castin était en début de carrière. C'est pratiquement sa deuxième œuvre. Et donc, déjà à ce moment-là, on associait les anciens et les nouveaux. Et cette œuvre de 1955, l'architecte Castin a décidé, avant de mourir, de brûler l'ensemble de ses archives. Donc on est allé chercher aux archives départementales qui étaient dans le bâtiment, on n'a rien trouvé. On est allé à la cité, aux archives d'architecture contemporaine qui dépendent de la cité de l'architecture. On a appelé les ayants droit, comme tu le conseilles, Lorenzo, et on a trouvé relativement peu de choses. Mais on a quand même trouvé ces vieilles photos, on a trouvé ces quelques dessins qui montrent un travail de proportion, on a trouvé un esprit de coloration. Voilà, on a quand même fait ce travail-là, et comme Lorenzo Diaz le disait, ça prend un peu de temps parce que faut aller chercher dans différentes archives. Et puis, moi, j'ai un conseil à donner, c'est que contrairement à tout ce que l'on fait en réhabilitation sur des bâtiments plus banals, si on peut dire, c'est que là, on a l'appui de la DRAC, on a l'appui et de son conseiller en architecture, qui a bien évidemment édité une fiche pour labelliser le bâtiment et en trouver les aspects remarquables. Donc on a déjà à minima cette fiche qui donne un certain nombre de choses. Et puis là, on est allé très vite consulter l'architecte des bâtiments de France à l'UDAP, puisqu'il y a le canal du Midi à côté et qu'on est dans le périmètre du site classé. Donc ça aide quand même un peu ce label architecture contemporaine remarquable, parce qu'on a au moins ce premier travail qui a été fait. Et puis juste pour avancer, on s'est aperçu aussi au-delà de la recherche patrimoniale et des diagnostics de structure, que bien évidemment en termes thermiques, ce bâtiment était terrible, parce que en gros il y fait moins 10 l'hiver et 40 l'été, parce qu'on a des pavés de verre qui sont dans cette trame très très belle, mais qui est un simple vitrage un peu épais, voilà, avec des ouvrants, enfin qui ne correspond pas à l'usage d'aujourd'hui de conservation des archives, voilà, où le syndicat interministériel des archives de France a des contraintes et des exigences très précises. Cela dit, dans les attendus du programme, il était dit que l'architecte des bâtiments de France et la DRAC ne voulait pas qu'on touche à ces façades, parce qu'il n'était pas sûr qu'en les touchant, on ne dénature pas le bâtiment, et qu'en plus, on ne perturbe pas le confort, enfin le système actuel thermique. Je le dis parce qu'on va en parler par la suite. Donc notre proposition, troisième slide, c'est celle-ci. Alors on ne le voit pas, mais on a totalement supprimé les adjonctions des années 80 et 95 qu'on n'a pas considéré comme remarquables, pour remettre en valeur ce pignon du bâtiment qui donne sur la ville avec cet escalier de secours qui est assez sympathique et qui fait signal. Et puis, on le voit difficilement, mais en haut à droite, sur cette parcelle, on a créé un bâtiment en fond qui reprend le système, enfin l'esprit initial, puisque cette architecture de Castin et de Viaget, c'était le premier bâtiment d'archives en hauteur, en 1950, avec 8 étages de silos d'archives. Donc on a considéré qu'il fallait mieux dégager le bâtiment
et le dégager de toutes ces injonctions et de créer en fond. Et on s'est mis un peu derrière le bâtiment remarquable, ce bâtiment d'archives, bâtiment contemporain qui accueille 50% de plus d'archives, les nouveaux bureaux administratifs et toutes les salles d'accueil au public qui sont des salles d'exposition, des salles d'accueil de groupe pour 4 groupes scolaires en parallèle, et puis des espaces de convivialité pour le public. Voilà. Dans le concours, ce que l'on a quand même dit à ce moment-là, c'est qu'il nous semblait quand même de notre responsabilité d'essayer de travailler le confort des 19 km d'archives qui se trouvent dans le bâtiment historique. Et donc, on a fini par obtenir du maître d'ouvrage et de l'architecte des bâtiments de France le fait de se confronter à ce bâtiment et d'essayer de trouver une solution pour le rendre plus conforme aux demandes et aux contraintes d'aujourd'hui de conservation. Et ça nous a conduit à faire cela. Je vais essayer de passer la 4e. Voilà. Donc là, on trouve sur le côté gauche 2 plans. En haut, le plan existant. En bas, le plan modifié. Et puis sur la droite, une coupe. Donc le plan existant, on comprend assez vite que, évidemment, les silos d'archives, c'est très lourd. Donc dès cette époque-là, il y avait beaucoup de murs porteurs qui isolaient chaque silo d'archives et qui les isolaient aussi d'un risque d'incendie d'un silo sur l'autre, avec sur les 2 façades longitudinales 2 circulations qui permettaient d'accéder à tous les silos d'archives. Et donc la proposition que l'on a faite, en accord avec l'architecte conseil du service des archives de France, c'était finalement de laisser les circulations avec un confort qui pouvait aller de moins 10 à 40, et puis d'isoler et de faire une sorte de boîte dans la boîte avec une double peau, mais côté intérieur, ce qui permettait de garder totalement les façades telles qu'elles sont, en modifiant 2-3 vitrages qui étaient cassés ou qui étaient fêlés. Voilà. Et ce que l'on voit très très bien sur la coupe, puisque c'est vraiment la partie centrale qu'on a totalement isolée, en laissant les circulations. La petite histoire quand même, c'est qu'une fois qu'on a eu l'accord de l'architecte des bâtiments de France et des archives de France sur ce point-là, ce sont les usagers qui nous ont posé une question en disant « c'est bien gentil, vous mettez du confort dans les archives, vous respectez, on pense tenir le système hygrométrique et de température, mais les personnels qui vont aller chercher les archives et qui vont les sortir de là, finalement, ils vont se retrouver avec le même souci d'être à 40 degrés l'été et tout ça. Donc on a fini par décider avec l'architecte des bâtiments de France et l'UDAP de climatiser en fait cette façade, cet espace intermédiaire entre la façade extérieure et la façade intérieure que l'on crée, pour qu'effectivement les personnels puissent vivre correctement. Voilà, bien évidemment, nous en sommes arrivés là juste avant le permis et on a déposé le formulaire CERFA, je ne sais plus lequel, 2 mois avant, et puis on a appelé les ayants droit pour leur expliquer ce que l'on faisait. Voilà, et donc il y a effectivement ces questions de droit d'auteur et je vais passer la parole. Très bien, je te remercie. En tout cas, ton image de dire que on a la possibilité d'intervenir sur ce bâtiment avec la même tendresse que celle que l'on a pour une personne que l'on aime, c'est assez fort. Et ça n'empêche pas d'avoir des choix à faire. Absolument. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'à du moment où on se retrouve face à des choix, on se retrouve face à des obligations et un cadre juridique. Alors, que peut-on faire? Que ne peut-on pas faire? Lynn, la parole est à toi.
Merci. Oui, ça va être un peu moins poétique. Juste une petite correction. Je ne travaille pas à l'université de Rennes, mais de Reims, dans de belles coquilles labellisées. Voilà. Alors, j'ai retrouvé beaucoup dans vos 3 interventions de choses qui font écho à, c'est heureux, à ce que j'envisageais de dire. Tout d'abord, la loi de 2016 a un peu, peut-être dans un esprit très différent du label patrimoine du XXe siècle, a eu pour ambition de mettre en avant les architectes et pas seulement les architectures. Et ça se perçoit, on va le voir en réalité assez peu dans le label lui-même, mais associé à ce label, on est dans un titre sur la qualité architecturale, on rappelle le droit au respect du nom de l'architecte, etc. Et donc ce label, il invite quand même justement à s'intéresser aux droits et aux obligations des architectes. Alors, en réalité, je vous l'ai dit, pas beaucoup de contraintes de ce point de vue-là et pas forcément beaucoup de choses au bénéfice des architectes. Et finalement, c'est assez rapidement vers le droit d'auteur qu'on va devoir se tourner pour trouver quelques solutions aux problèmes qui se posent. Première contrainte qu'il y a dans le label, qui peut concerner les architectes, c'est dans le cadre de l'attribution, puisque au moment de l'attribution du label, c'est l'article R650-5 du Code du patrimoine, l'administration, lorsqu'elle attribue le label, a l'obligation d'informer l'architecte, le concepteur ou les ayants droit. C'est une fois que la décision est prise, il n'y a aucune obligation en amont. Heureusement, en pratique, en général, il y a cette information qui est réalisée, mais c'est la seule petite obligation qui existe. Et après, les architectes disparaissent, les architectes-auteurs disparaissent en réalité du label. L'idée ici, à mon avis, c'est que l'architecte, lorsqu'il est sollicité, a tout intérêt à s'investir pour justement, c'est un peu ce qu'expliquait Lorenzo, mettre l'accent sur les points qui sont importants pour lui et souligner ce qui compte vraiment dans son édifice, qui pourra éventuellement être remis en cause ultérieurement. La deuxième contrainte du label, c'est au moment donc de réaliser les travaux, cette obligation d'informer l'administration, une information qui pèse sur le propriétaire et qui donc ne vise que l'administration. L'architecte d'origine, il a complètement disparu des radars, on n'est absolument pas tenu de le prévenir. Il n'y a aucune mention en ce sens dans aucun des textes juridiques. L'idée du label, c'était vraiment d'inciter en réalité plutôt l'administration à tenir compte de l'existence encore de l'architecte ou de ses ayants droit, et donc à construire finalement ou à forcer un peu ce dialogue entre les propriétaires actuels, l'architecte éventuellement consulté pour les nouveaux travaux, et puis les architectes d'origine. Donc finalement, le label fait reposer toute cette dimension-là sur l'administration, plus que sur le propriétaire qui peut avoir totalement ignoré l'architecte d'origine. Et j'ajoute que dans ce fameux CERFA, dont j'ai également oublié le numéro, mais parce que j'ai le numéro de la notice qui l'accompagne, qui est un autre numéro de CERFA, il est bien précisé qu'il est important dans la présentation du projet de travaux de détailler les impacts du projet au regard des motifs de la labellisation. Donc il y a vraiment une obligation de prendre en compte l'intérêt initial du bâtiment et de montrer cet intérêt. Alors je ne devrais peut-être pas le dire, mais je vais le dire quand même. Ça ne va pas dans un sens favorable au label, mais le propriétaire est donc obligé d'informer l'administration, sauf qu'il n'y a absolument aucune sanction qui soit prévue. Et donc si le propriétaire ne remplit pas ce fameux CERFA, il ne se passera absolument rien. Donc on peut complètement passer entre les gouttes. Là, on est très loin des applications plus classiques en droit du patrimoine, comme les monuments historiques ou les sites patrimoniaux remarquables. Comment se passe ici, du coup, le respect des droits des architectes ? D'abord, petit rappel, la plupart, on va dire, des œuvres d'architecture font l'objet d'une protection au titre des droits d'auteur, c'est-à-dire que plus précisément, les architectes auteurs bénéficient d'une protection. Alors, pas toutes les œuvres, les maisons individuelles dans les lotissements font rarement l'objet de ces protections, mais évidemment, dès lors qu'on a eu un label, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté à montrer qu'il y a bien une œuvre créative de la part de l'auteur. Et ce droit d'auteur lui confère, entre autres, un droit moral. Et dans ce droit moral, il y a le droit au respect de l'œuvre qui implique en réalité le droit à l'intégrité et donc
la possibilité, normalement, non pas simplement de s'opposer à des modifications et des travaux, mais l'obligation en fait, d'être consulté, c'est-à-dire qu'on demande à l'architecte d'origine la possibilité d'intervenir sur son œuvre. Normalement, le droit au respect de l'œuvre, c'est ça, c'est rien ne se fait sans le consentement de l'architecte auteur. En pratique, c'est plutôt un droit qui se transforme en quelque sorte en droit d'opposition, voire en droit de simple protestation. Ce droit n'est pas très bien protégé. Pourquoi il n'est pas très bien protégé? Eh bien parce que le juge a décidé de mettre l'accent sur la fonction d'usage du bâtiment, sa fonction utilitaire. Et donc, aussi bien le juge judiciaire qui, pour simplifier, va être en charge des dossiers qui concernent les propriétaires privés, que le juge administratif qui, lui, va être en charge des dossiers qui concernent les propriétaires publics, les deux ont mis en avant des jurisprudences qui permettent de favoriser le droit des propriétaires et donc de leur permettre de modifier les bâtiments. Les deux arrêts très célèbres ici, c'est en matière judiciaire l'arrêt Bull qui avait été rendu en 1992 par la Cour de cassation et qui était assez sèche pour les auteurs puisque l'arrêt précisait bien que les architectes auteurs ne pouvaient pas prétendre, donc vraiment on les écartait le plus possible, ne pouvaient pas prétendre à l'intangibilité de l'œuvre et que, en réponse à des besoins nouveaux, le propriétaire pouvait parfaitement faire des travaux, les besoins nouveaux pouvant être des besoins strictement économiques. Voilà, c'était vu de manière très large. La limite, évidemment, parce que le juge en a quand même posé une, c'est que ces travaux soient strictement nécessaires et proportionnés. Et de fait, la jurisprudence réalise ce contrôle. On a, par exemple, un arrêt où on a estimé que la modification des couleurs des peintures extérieures n'était absolument pas nécessaire ni proportionnée. Et donc, l'architecte auteur a pu être indemnisé. Côté juge administratif, la formule était retenue de manière un peu plus délicate pour les architectes, mais l'effet est tout à fait le même. Il est possible de modifier une œuvre pour des impératifs esthétiques. Bon, ça c'est quand même un petit peu discutable, de sécurité et technique. Et là encore, l'idée c'est de répondre à des besoins. Alors, on est dans du droit public, donc les mentions sont un petit peu différentes. Ça va être les nécessités du service public, la destination de l'ouvrage public, ou éventuellement, là, on a repris, pour être sûr de faire large, les besoins nouveaux. Là encore, le juge s'assure que les besoins sont strictement indispensables. Et là, c'est pareil, on a des jurisprudences récentes où, par exemple, le juge explique que la surélévation du bâtiment était strictement nécessaire, supprimer la transparence du rez-de-chaussée ou refaire l'intégralité des façades extérieures, ça ne l'était pas. Et donc, l'auteur a pu recevoir une indemnisation. Alors, recevoir une indemnisation, parce qu'au fond, ce droit de l'auteur, c'est, comme je vous le disais, plutôt un droit de contestation, voire de simple protestation. Les choses sont faites de telle manière que maintenant, c'est en quelque sorte à lui de prouver qu'il n'y avait pas un besoin nouveau ou que les travaux n'étaient pas strictement nécessaires. Et en pratique, ça se termine plutôt par une éventuelle indemnisation de cet architecte-auteur et pas davantage. Je précise aussi que cet architecte d'origine n'a aucun droit à être l'auteur des rénovations ou réhabilitations. Il ne peut pas prétendre à cela. N'importe qui peut toucher à son œuvre. Il y a là une liberté totale des propriétaires, et en particulier des propriétaires publics, qui, eux, sont liés par les contraintes de la commande publique, les jurys de concours, etc. Pour terminer donc, eh bien, finalement le label présente un intérêt ici au soutien des droits des auteurs puisqu'il peut réaliser cette mise en relation entre l'architecte en charge des réhabilitations et l'architecte d'origine. Il est intéressant aussi parce qu'au-delà de l'information de la DRAC, on a aussi finalement une information des autorités en charge de délivrer les autorisations d'urbanisme puisqu'elles sont tenues au courant évidemment de la labellisation, que certaines d'ailleurs intègrent les éléments labellisés dans les plans locaux d'urbanisme au titre des édifices remarquables et donc en tiennent compte lorsqu'elles délivrent les autorisations d'urbanisme. Donc on a ici une manière un peu peut-être diluée, mais une autre façon d'assurer un petit peu le respect des droits de l'auteur d'origine et en tout cas de bons éléments pour favoriser une forme de dialogue, si vous voulez, même s'il est parfois un peu à sens unique, entre l'architecte en charge des réhabilitations et l'architecte d'origine.
Et puis peut-être en conclusion, l'architecte en charge des réhabilitations et rénovations bénéficie lui aussi éventuellement d'un droit d'auteur. C'est pareil, c'est pas systématique. Il y a des arrêts un petit peu célèbres. Il y en a un arrêt Glokowski de 88, très célèbre, où on a totalement dénié à l'architecte en charge des rénovations un quelconque droit d'auteur pour un simple, entre guillemets, je mets tous les guillemets de la jurisprudence, une simple réhabilitation de bureau. En revanche, il y a évidemment d'autres exemples où, au contraire, les réhabilitations ont donné lieu à un nouveau droit d'auteur, au titre de ce qu'on pourrait appeler en droit d'auteur une œuvre composite, c'est-à-dire une œuvre faite à partir d'une autre œuvre. Et donc là, il y a voilà, deux droits d'auteur qui s'expriment simultanément en quelque sorte et qui peuvent assurer cette protection. Merci beaucoup. Donc maintenant, ça va être le moment des questions. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat. Ensuite, nous allons traiter la première question. Je pense qu'elle va revenir de droit à Lorenzo. Peut-on avoir le lien de la base POP et de manière plus générale, s'il y a d'autres sites ressources que vous pouvez identifier et transmettre à notre public? C'est le moment de les mentionner. Oui, Julia aurait pu répondre aussi, je la laisserai compléter. Du coup, la base POP, c'est une base, il suffit de taper POP sur Internet et vous tombez dessus et vous avez l'ensemble des notices sur tout le patrimoine français, aussi bien les objets que les monuments historiques et tout. Alors, il y a une petite subtilité dans la base POP, il faut cliquer... Pardon, il faut cliquer sur la base Mérimée et ensuite il faut aller dans la colonne de gauche et il faut choisir comme producteur dans le système producteur, il faut choisir label architecture contemporaine remarquable. Sinon vous allez vous perdre parce que voilà c'est et là-dessus alors vous avez vraiment une mine d'or avec toutes les informations. Il y a un autre endroit que voilà, je vais plaider pour ma DRAC. Il y a un autre endroit que je vous invite à consulter, c'est la page dédiée au label ACR dans le site internet de la DRAC Grand Est. Alors bon, non pas pour voir les labels du Grand Est, mais surtout à la fin de la page, vous aurez toute une série de ressources, toute la bibliographie qui existe aujourd'hui sur le label ACR, qui est assez courte. Donc elle se lit assez rapidement, mais quand même, si vous intervenez sur un label ACR, prenez le temps d'aller regarder cette page, de photocopier les articles. Il y en a un de Lynn, il y en a un de moi. C'est pas mal pour savoir où est-ce que vous allez. Et puis, il y a un dernier endroit dans lequel vous allez trouver de la ressource vraiment intéressante, c'est le site de l'ANCA, l'Association nationale des conseillers pour l'architecture. Donc, je rappelle, anca.archi, et dans lequel vous allez trouver toutes les captations. C'est pas encore dessus, mais d'ici quelques semaines, vous aurez toutes les captations d'une journée d'études qu'on a fait au début du mois de février sur le label ACR et les travaux en label ACR. Donc avec des interventions assez pointues qui donnent vraiment du contenu et qui aideront les consoeurs et confrères à mener les travaux. Merci. Julia, quelques compléments? Donc, la base POP, peut-être c'est www.pop.culture.gouv.fr, donc peut-être juste pour préciser. C'est comme ça. Sinon, le ministère de la Culture, bien sûr, le site internet du ministère de la Culture donne aussi toutes les grandes lignes que je viens d'évoquer sur la politique publique du label ACR et aussi l'historique qu'on a pu évoquer ensemble. D'accord, on a parlé de dialogue. Qui sont les interlocuteurs? Qui doit-on contacter? Comme dit Julia, c'est une politique déconcentrée dans les DRAC. Donc au sein des DRAC, il faut évidemment s'adresser d'abord, de manière hiérarchique à la direction, mais très rapidement, vous pouvez même les contacter directement. La plupart du temps, le conseiller pour l'architecture, qui est en charge souvent de cette politique publique, ou alors un autre service qu'on appelle la CRMH, Conservation régionale des monuments historiques, qui, elle, traite des monuments historiques, comme son nom l'indique, mais aussi, parallèlement, elle peut s'occuper du label ACR. Ce n'est pas toujours le cas, donc le plus simple, c'est d'aller sur anca.archi, de chercher le nom du conseiller architecture et de lui poser la question. Au pire, il vous dira « je ne peux pas vous répondre » et il vous renverra vers le bureau d'à côté. Mais ça, on est habitué, c'est normal d'être envoyé au bureau d'à côté. Très bien. Alors, est-ce que je peux compléter, Lorenzo? Vas-y, Julia.
Alors, peut-être pour compléter, c'est vrai que comme l'architecture est donc proche des territoires, donc le niveau départemental est aussi toujours à votre disposition. Donc c'est toujours aussi l'architecte des bâtiments de France qui en général est toujours en lien avec le conseiller pour l'architecture en DRAC, qui pourra toujours vous renseigner et en général il connaît bien le territoire, donc les labels bien sûr et après tous les autres types de protection, monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables, mais il peut aussi établir le lien, j'ai envie de dire, de proximité avec la DRAC. Ouais, sur les questions de transformation, avec le conseiller en architecture dans les DRAC, il y a un architecte conseil de l'État auprès de la DRAC qui peut aider sur les questions d'adaptation, de transformation, puisque le label porte cela. Donc, plus précisément, puisque tu as, je crois, cette fonction en PACA, as-tu un exemple à nous donner? Ne serait-ce qu'hier, j'étais en région PACA avec la conseillère adjointe pour l'architecture et sur un bâtiment de Jean Dubuisson qui est à Bandol, qui est un lotissement. Il y a des interventions, il y a des particuliers qui veulent étendre leur patio, faire des vérandas, changer la couleur. Voilà. Et donc, on a donné des conseils et puis on a incité la copropriété à faire un guide d'intervention après avoir appelé le petit-fils de Jean Dubuisson pour avoir son avis là-dessus. Très bien. Alors, autre question. Faut-il être architecte du patrimoine pour intervenir sur un bâti ACR? Non, non. Alors, qui peut? Vas-y. En fait, c'est peut-être mieux, mais c'est pas du tout une obligation. Il n'y a pas d'obligation juridique qui pèse sur ces rénovations. C'est entre guillemets du droit de la construction classique, à part cette obligation d'information de la DRAC avant le dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme. C'est vraiment de la construction classique. Et puis l'exception qui était évoquée tout à l'heure, sur l'isolation par l'extérieur, puisque en matière de rénovation thermique, les bâtiments labellisés font partie des bâtiments dérogatoires, mais sinon c'est du droit classique de la construction, donc pas de qualification spécifique. D'accord. Pas forcément besoin d'architecte. Alors, ça dépend si on est dans le cadre d'une... voilà, ça dépend si on est dans le cadre d'une autorisation... Enfin, ça dépend des autorisations d'urbanisme. Est-ce qu'on est dans un cadre permis de construire ou pas? Je dirais, pour compléter, je dirais qu'il faut... la qualification de l'architecte est la principale, bien sûr, mais il faut quand même que le confrère ou la consoeur ait une appétence pour les œuvres, ou une tendresse, comme dit Patrick, pour les œuvres, mais les œuvres qui lui sont familières, puisqu'elles sont produites par des femmes et des hommes qui sortent des mêmes écoles que lui ou elle. Hein, voilà. Donc il faut quand même avoir ce plaisir-là. Il faut avoir le plaisir aussi à aller voir le confrère ou la consoeur. Il faut avoir le plaisir à chercher, à butiner, de l'information. Voilà. Si ça nous intéresse pas, voilà, d'une part, c'est pas passionnant, et puis ça risque de mal se passer. C'est ça qui est un peu bête. Donc, si j'ai bien compris, que ce soit pour les propriétaires des sites ou pour les confrères, c'est le bénévolat, c'est l'envie qui va amener. Bon, il y a aussi une opportunité de marché, mais si on n'est pas à sa place, on sera moins compétent que quelqu'un qui est passionné. Oui, comme toute chose dans la vie. Voilà, comme toute chose dans la vie. Mais ce que je veux dire, voilà, il y a après, au-delà de ce webinaire, il faudrait aller peut-être un peu plus loin sur les 2-3 ressources qu'il faut aller consulter. C'est quoi aller en archive? C'est quoi mener un entretien? D'ailleurs, j'invite ceux que ça intéresse, mener un entretien avec un confrère ou une consoeur. Il y a une méthode, il y a des phases clés qu'il faut pas respecter. Mais je veux dire, si on veut faire atterrir et récupérer de l'information, il y a une méthode à avoir. Donc, j'invite les consoeurs et confrères que ça intéresse. Même chose, vous regardez, il y a une petite collection de 9 films qui s'appelle Conversation d'architecture, l'architecture en projet, où en fait j'ai réalisé des entretiens assez longs avec des consoeurs et confrères qui ont des labels, des édifices labellisés, et ils verront un peu la méthode que je prends pour finalement questionner, mais en restant en retrait, pour que justement voilà, il faut que ça sorte. Il ne faut pas s'imposer pour dire voilà ce que je vais faire. Hein. C'est plutôt je t'écoute, je prends le temps de t'écouter, je prends le temps de bien comprendre, et après on passera sur une phase de dialogue sur le projet. Et de manière générale, ça renvoie vers la formation, qu'elle soit initiale ou continue. C'est-à-dire qu'il faut se former au diagnostic, aux pathologies du béton, à la pierre, au bois. Et tout ça permet de renforcer un champ de compétences et de renforcer la présence des architectes sur les interventions de ce type de projet. Alors, on a une autre question
Voilà, il faut qu'elle revienne, parce que sinon je ne peux pas la poser. C'est sur la Grande Motte. Toute la station a été classée ACR. Est-ce que cela signifie que les bâtiments réalisés par Balladur sont tous classés? Ou est-ce que ça exclut certaines parties de l'ensemble? Peut-être je vais répondre par rapport à ça. Donc, c'est déjà pas une question de terminologie, c'est pas classé ACR, qui est effectivement classé monument historique, hein, classé au titre de site patrimonial remarquable, mais pas classé ACR, labellisé ACR. Donc, encore une fois, comme c'était bien dit par Line, ce n'est pas une contrainte, mais en effet, ça veut dire, c'est une question de permettre de l'ensemble urbain. Donc, comme disaient les textes du législateur de la loi ELCAP, hein, c'est l'architecture, mais aussi les ensembles urbains. Donc, c'est vraiment la totalité. Et là, ça renvoie à la rédaction de la notice qui précise le pourquoi. Donc, cette participation à une politique publique, l'expression, finalement, l'architecture de ça. Et donc, ça veut dire que l'ensemble, il est labellisé. Et donc, l'architecte ou le porteur de projet peut bénéficier de l'expertise de la DRAC sur l'ensemble, finalement, de l'intervention. Mais encore une fois, ce n'est pas un frein à l'évolution de ces bâtiments pour intégrer une nouvelle valeur d'usage, une transformation, tout ça. Donc, ça ne porte pas, finalement, de contraintes. D'accord, justement, je pense que la personne qui nous a posé cette première question voudrait des précisions. Il s'agit d'un architecte qui a la Grande Motte, qui aimerait avoir des conseils sur comment intervenir sur les bâtiments communaux labellisés. Alors, tu as déjà répondu, mais est-ce que tu pourrais préciser un peu plus ou est-ce que Moi, je dirais la méthodologie, c'est celle qui a été évoquée par tous. Donc, bien regarder déjà, je dirais, prendre contact effectivement avec l'administration qui peut peut-être délivrer. Il y a toujours, lors d'un passage ou lors d'une labellisation, un passage en commission régionale du patrimoine de l'architecture. Pour ça, il y a tout un dossier qui est fait, qui souvent est déjà une étude historique détaillée et qui pourrait aider finalement le porteur de projet. Donc ça, c'est déjà la phase 1. Et ensuite, peut-être plus le côté concret. Non, parce que moi j'ai travaillé sur la Grande Motte à un moment. Il y a la DRAC à Montpellier, tout un service avec un très grand dossier sur la Grande Motte, puisqu'il y a des vrais sujets et que la DRAC se pose des questions, pour en avoir discuté avec eux, sur la question de l'isolation thermique de ces magnifiques façades en béton moulé, mais qui posent des vrais sujets là-dessus, avec des bâtiments, des appartements tout petits, qui étaient faits pour l'été, alors que les gens maintenant veulent passer leur retraite dedans. Donc comment fait-on? Et la DRAC s'est posée avec ces deux architectes conseils de l'État un certain nombre de questionnements là-dessus, et il y a beaucoup de documents à la DRAC, en tout cas, à Montpellier. En tout cas, ce label, de ce que j'en comprends, c'est une opportunité de dialogue. Alors, il ne faut pas se tromper quand on fait ses honoraires, parce qu'il va y avoir du travail en plus. Mais par contre, derrière, ça permet d'aller plus loin et d'y aller ensemble. Oui, il y a une magnifique source d'informations dans les DRAC. Et puis, des fois, le maire de la Grande Motte, enfin la ville de la Grande Motte, a aussi beaucoup d'éléments. Et puis, il y a la famille de Balladur, mais il y a beaucoup d'informations. Et puis, on est capable de recouper non seulement les bâtiments de la Grande Motte, mais tous les autres bâtiments de Balladur, de Candilis pour les lotissements et tout ça. Et d'un seul coup, ça évite d'aller chercher un peu partout. Et on sait que là, il y a tous ces documents. Et bien justement, encore une question. Existe-t-il des publications sur les retours d'expérience des interventions sur ce label? A-t-on commencé à part les fiches POP et est-ce que nous faisons ce soir? Ouais, je laisserai Julia compléter. C'est clairement un sujet nouveau. Voilà, c'est ce que j'avais dit en introduction de mon propos. Hein. On est sur une politique publique nouvelle. C'est intéressant, une politique publique nouvelle. Et donc, on est aujourd'hui en train de construire, la doctrine, ce serait exagéré, mais on est en train de construire la démonstration qu'il est possible d'intervenir sur des architectures de moins de 100 ans en conservant la remarquabilité ou en la transformant vers une nouvelle remarquabilité. Et je crois que vraiment, les confrères et les consoeurs, ils ont cette noble mission et tâche de faire la démonstration que l'architecture de moins de 100 ans, elle n'est pas obsolète. Et ça, c'est un super challenge. Alors de là à dire qu'il y a des fiches conseils et tout, on n'en est pas encore là. Et peut-être que ce n'est pas une bonne chose, peut-être qu'il n'en faut pas. Peut-être qu'il faut juste se reposer sur la compétence des architectes. C'est quand même des gens formés à Bac+5, certains avec des doctorats, avec une HMONP, donc ils savent faire leur travail. Donc c'est pour ça que les conseils qu'on donnait, c'était essentiellement des conseils de méthode de base. Mais voilà, vous êtes tout à fait en capacité de faire cette démonstration.
Les publications, il n'y en a pas beaucoup, mais peut-être Julie en connaît. Et il y a surtout cette journée d'études qu'on a fait où on essaye de vous mettre à disposition les captations le plus vite possible pour que vous ayez des éléments. Vous retrouverez aussi des éléments dits par Patrick Mauger. Voilà, donc ça, toujours pareil, en cas.archive, vous retrouverez ça d'ici 3 semaines, on va dire. Pour reprendre ce que Patrick nous avait dit lorsqu'on a préparé notre webinaire, tu avais utilisé l'expression « les mains dans le cambouis ». Oui. Non, par exemple, moi, quand j'ai cherché sur l'intervention sur des architectures des années 50, il y avait très très peu de choses. J'ai fouillé, et j'ai trouvé... non, on est en train d'inventer quelque chose, là. Et le ministère, il a quelques publications, les collections d'architectes, une collection d'architecture, des monographies, mais qui ne sont pas, finalement, c'est plus, je dirais, une sorte d'une étude préalable. Certains architectes, ils ont fait des publications sur les travaux qu'ils ont faits. Je prends l'exemple toujours qu'on dit à nombreuses fois, c'est le quartier La Mosaïa par Patrick Rubin. Lui, il a fait finalement un avant et après. Donc ça, c'est effectivement une ressource. Mais comme disait Lorenzo, c'est vraiment, on est un peu au début. Donc le ministère, effectivement, travaille aussi sur ces publications. Merci. Alors, on va bientôt finir. En tout cas, ce que je retiens, c'est que c'est nouveau, c'est que les architectes doivent s'emparer du sujet. Il faut avoir confiance, ouvrir le dialogue, il faut savoir être pionnier, il faut savoir se former, et que c'est une nouvelle opportunité à saisir. Alors, juste pour conclure, si vous deviez, de façon philosophique, poétique ou juridique, en une phrase, synthétiser le contenu de votre intervention, ce serait, Julia? Valoriser, sensibiliser et réhabiliter comme un acte de création architecturale, peut-être ça. Lorenzo? Moi, je dirais, c'est travailler une sorte d'impensée de la déontologie confraternelle, prendre contact avec un confrère, une consoeur, travailler avec lui, ce palimpseste de droit d'auteur et aborder un impensé, pour moi, c'est la querelle des égaux, hein, un impensé de la déontologie. Est-ce qu'on est capable de rentrer dans un travail... On avait dit une phrase. Une phrase, j'en ai déjà 25. Patrick? Alors moi, je vais dire juste un mot. Je pense que par rapport à ces bâtiments et ces architectes qui nous ont précédés, c'est de la bienveillance. Lynn? Et peut-être profiter du label qui protège l'architecture pour protéger les architectes. Merci à tous. Merci. Merci.